Ok, c'est parfait. C'est bon, on peut commencer? Merci, messieurs. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Nous achevons donc aujourd'hui notre cycle d'audition consacré au volet environnemental de l'autoroute A69. Je vous souhaite la bienvenue à deux confrères. C'est bien de terminer par la prise de position de deux avocats sur cette question du chantier de l'autoroute A69. Donc je souhaite la bienvenue à madame Pauline Le Détroidec. Donc vous êtes avocate, présidente du Cercle interprofessionnel du droit de l'environnement, et monsieur Arnaud Gossemant, avocat et professeur associé à l'université Panthéon-Sorbonne, qui a fréquemment participé à des auditions parlementaires. Madame, monsieur, bonjour. Je suis à titre personnel, donc comme je l'ai dit, très heureux de vous saluer. Votre audition a été proposée par notre rapporteure, madame Christine Arrigui, afin que nous réfléchissions, grâce à votre expérience professionnelle, aux relations entre le droit de l'environnement et la société. En traitant avec vous ce thème, nous restons au cœur du débat posé par l'autoroute A69. Voilà en effet un ouvrage approuvé par une majorité d'élus, issus du suffrage universel, dont les positions ont été confortées par la majorité de leurs électeurs depuis 30 ans. Cet ouvrage respecte strictement le principe de l'égalité, avec une déclaration d'utilité publique, une attribution de concession après un appel d'offres européen et une autorisation environnementale. L'ensemble de ces actes ont été précédés des consultations prévues par la loi de plusieurs organes, comme l'Office français de la biodiversité, le Conseil national de protection de la nature ou l'Autorité de régulation des transports. Les recours en justice sont allés à leur terme. Or, à l'instar de plusieurs projets d'infrastructure, malgré le strict respect du droit, cet ouvrage suscite des oppositions. Certaines s'expriment de manière calme et démocratique, comme ici dans le cadre de cette commission d'enquête. D'autres, et vous le savez, donnent lieu à des intimidations, voire à des agressions contre des élus ou des employés d'Atosca, voire des occupations de propriété de manière illicite dans le cadre de ZAD. Ce phénomène n'est pas propre à la 69, mais témoigne quelque part de plusieurs difficultés. Un rejet des institutions par une partie, sans doute minoritaire, de nos concitoyens, alors qu'il y a eu un débat public et une enquête publique sur ce projet, en application de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Mais également la définition de l'intérêt général, quand l'environnement est en jeu. D'un côté, nous avons un intérêt à mieux aménager un territoire, à le désenclaver, à le rendre plus attractif, à le dynamiser, à sécuriser l'usage des mobilités routières, sans écarter le moins du monde les équilibres écologiques, puisque le projet, et je le rappelle, a reçu son autorisation environnementale. Mais l'argument central des opposants au projet consiste à dire qu'il aurait été conçu dans un autre temps. Un professeur d'université, M. Bruno Charlier, a ainsi recensé 1800 conflits d'usage en 30 ans, avec de nombreux domaines, dont les infrastructures, ce qui met globalement en cause la politique d'aménagement. Je vous laisserai donc, mesdames, messieurs, vous exprimer sur ce point. Peut-être avant de commencer et de vous demander de prêter serment, évidemment, il faudra peut-être nous indiquer, comme vous êtes avocat, si vous avez été conseil, si vous avez été avocat ou conseil d'une partie prenante au chantier de l'autoroute A69. Je pense que c'est important, dans le cadre de cette commission d'enquête, que l'ensemble des collègues soient informés de ces situations dans le cadre des prises de parole qui seront les vôtres. Je me permets de vous rappeler que cette audition est publique, qu'elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, donc votre audition si elle n'est pas strictement liée à l'objet de la commission d'enquête, je vais néanmoins vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Madame Le Détroidec. Merci Madame. Monsieur Gossemant. Merci Monsieur. Je vous remercie donc. Je vais sans plus attendre vous passer la parole à Madame la rapporteure, Christine Arrigui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bienvenue pour cette commission d'enquête. Je vous remercie donc d'y participer et vous réunir tous les deux nous a semblé intéressant car vos activités d'avocat, l'un qui travaille plus avec une clientèle privée, l'autre davantage avec des personnes de droit public, si je ne m'abuse, mais tous deux, au-delà de vos métiers, qui réfléchissaient au rapport entre le droit et la société. Et il était important pour nous, dans le cadre de cette commission d'enquête, au-delà de la question, évidemment, des conditions juridiques et financières de ce contrat, d'élargir le regard pour, en effet, comprendre ce qui se passe pour cette A69. Donc, Monsieur Gossemant, vous avez rédigé en octobre 2023 une tribune où vous résumez le paradoxe de l'A69, ouvrage autorisé au titre du Code de l'environnement, mais critiqué au nom de la protection de l'environnement.
Nos collègues de la Commission en ont été destinataires. Cet article montre ce que nos auditions permettent d'entrevoir à ce stade. Alors certes, la législation du projet semble, à ce stade, avoir été respectée, mais nous n'avons relevé, effectivement, à ce stade, toujours, je le précise, aucune entorse majeure. Mais un projet peut être légal tout en se fondant sur des hypothèses fragiles, des études incomplètes, les auditions que nous avons eues précédemment le démontrent, voire contradictoires, mais sans conséquence, puisque la loi qui oblige à la consultation peut déroger à ces conclusions, c'est-à-dire la place, et cela illustre la place que le législateur fait actuellement au droit environnemental. En effet, les actes juridiques sur l'A69 se structurent sur la DUP, la mise en concession et l'autorisation environnementale. Les décrets ou arrêtés les portant ont été précédés de consultations d'organes, dont plusieurs ont été négatifs ou ont émis de fortes réserves. Mais il s'agit souvent d'organes consultatifs dont les avis sont destinés à l'État, libre ou non à lui de les suivre. C'est donc un premier, sans doute, décalage avec nos concitoyens qui ne peuvent comprendre qu'en matière environnementale, à l'heure où nous sommes, l'État puisse passer outre des avis négatifs d'organismes qu'il est obligé et qu'il s'est obligé lui-même par sa législation à saisir, voire parfois passer carrément outre la législation applicable à la protection de certains lieux, et en particulier ce qui s'est passé à la Crémade, où là, en l'occurrence, en tant que rejet des institutions, on pense que c'est plutôt du côté de l'État que le rejet des institutions s'est fait, que plutôt de ceux qui ont protégé la nature, puisqu'il se révèle que le préfet est intervenu sans en avoir l'autorisation, puisque le bois n'avait pas été déclassé. Par ailleurs, lorsqu'on réfléchit à ce que doit être un régime démocratique, l'un des critères, pour moi, est la compréhension des décisions publiques. En l'espèce, comment nos concitoyens peuvent-ils appréhender la complexité de la procédure alors qu'ils ne sont pas juristes, et ce bien que de nombreux débats publics se soient tenus, mais sur un dossier qui a été engagé depuis si longtemps. C'est donc bien le lien entre le droit et la société que je souhaite analyser aujourd'hui, au regard de la procédure applicable sur la 69, mais qui s'applique sur tout un tas d'autres procédures d'infrastructures lourdes, avec la chronologie des différents actes, notamment le fait qu'une autorisation départementale, une autorisation environnementale intervient après une DUP. Or, il m'apparaît de plus en plus évident que lorsqu'une DUP est publiée, les jeux paraissent faits. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'arrêt du Conseil d'État du 5 mars 2021, dont Monsieur le Président ne cesse d'évoquer, alors même que le contrat n'est pas encore signé et que l'arrêté interdépartemental qui ouvre l'enquête publique est du 4 novembre 2022, que l'enquête publique elle-même s'est déroulée du 28/11/2022 au 11/1/2023, soit à peine plus d'un mois, en période de Noël, je le précise, et que l'arrêté interdépartemental qui clôt l'affaire, sans tenir compte des réserves ni des changements de méthodologie de la VAN-SE, est du 1er mars 2023. Comment les citoyens peuvent s'y retrouver? Et en réalité, comment le droit peut-il s'appliquer quand effectivement tout se passe avant, mais tout se passe après en réalité? C'est donc ce lien que je souhaiterais que nous évoquions ensemble. Et puis, évidemment, sur la base d'un questionnaire qui vous a été communiqué, qui a été communiqué à l'ensemble des membres de cette commission, puisque c'est un exercice, cette commission est aussi un exercice, et j'y tiens, démocratique. Et donc, l'ensemble des questions que je vous pose sont communiquées à l'ensemble des membres de cette commission. Je vous propose, pour le bon suivi de l'audition, de suivre le questionnaire autant que faire se peut. Et évidemment, selon vos interventions, chacun et chacune d'entre nous ici présents vous posera des questions ultérieurement. Je vous remercie. Madame, Messieurs, dans l'ordre qui vous plaira, pour peut-être un propos liminaire, voilà, peut-être essayer de synthétiser, mais je sais que c'est la force des avocats d'arriver à synthétiser. Voilà, merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mais préciser que j'interviens aujourd'hui seulement en ma qualité d'avocate environnementaliste et pas en tant que présidente du cercle interprofessionnel du droit de l'environnement, dans la mesure où le CID est un réseau qui n'a pas vocation à porter un message ou à défendre un point de vue. Voilà, je voulais juste que ça soit clair. Et d'autre part, il me paraissait important de souligner la différence fondamentale entre la question de la légitimité et celle de la légalité d'un projet. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit mon rôle de m'exprimer sur la légitimité d'un grand projet d'infrastructure tel que l'autoroute A69. En revanche, je suis ravie de pouvoir vous apporter mon éclairage
purement juridiques sur les questions que vous pouvez vous poser. Donc à ce sujet, j'ai bien pris connaissance du questionnaire qui m'a été transmis. Et en lisant et en réfléchissant aux très nombreuses questions dans ce questionnaire, il m'a paru important de revenir sur 3 points dans le cadre de cette présentation introductive. Alors le premier point, c'est sur la possibilité de retirer un projet. Il ressort du questionnaire plusieurs interrogations sur le point de savoir s'il est possible ou non de retirer un projet, quel qu'il soit, une fois que la déclaration d'utilité publique est publiée. Et alors sur ce point, à mon sens, il faut distinguer 2 hypothèses. La première, c'est une fois que le projet a obtenu ses autorisations, que ce soit une déclaration d'utilité publique, autorisation environnementale, voilà, etc., le retrait du projet est possible par le biais du contentieux. C'est d'ailleurs le cas dans lequel on est aujourd'hui, l'étape dans laquelle on est aujourd'hui sur la 69. Et c'est ici le rôle du juge administratif de se prononcer sur la légalité du projet, et non pas d'ailleurs, toujours encore une fois, sur la légitimité de ce projet, bien sûr sa légalité. Et sur ce point, il ne me semble pas que la lenteur de la justice soit la raison du décalage entre la légalité d'un projet et la contestation dont il peut faire l'objet, pour répondre à une de vos questions, dans la mesure où, par essence, la contestation naît avant que le projet fasse l'objet d'un recours. Et donc le contentieux est une des conséquences de la contestation et ne peut en être à l'origine. Toutefois, c'est vrai qu'on peut se poser la question, à mon avis, de l'absence de la conséquence et du poids de l'absence d'effet suspensif des recours, qui pourrait expliquer une certaine augmentation de cette contestation du fait du démarrage des travaux avant le jugement au fond. Alors pour autant, ce que je veux dire sur ce point-là, d'abord, c'est que cette absence d'effet suspensif, ça repose sur un principe fondamental du droit administratif, selon lequel existe une présomption de légalité de l'acte administratif. Et aujourd'hui, il ne me semble pas, d'un point de vue personnel, pertinent de revenir sur cet effet suspensif, enfin sur l'absence d'effet suspensif. En revanche, il pourrait peut-être être envisagé un régime spécial de contentieux au fond, avec un délai contentieux spécifique beaucoup plus court que ce que les juridictions administratives aujourd'hui sont en mesure de faire, pour ce type de grands projets d'infrastructure, comme ça peut exister pour certains permis de construire, où le tribunal administratif est censé se prononcer dans un délai de 9 mois, je crois. Donc ça peut être une piste de réflexion. Et alors après, une fois que si le projet est validé par le juge du fond, encore une fois, je parle d'un projet quel qu'il soit, les voies de recours sont purgées. Et dans ces cas-là, le retrait du projet n'est plus possible juridiquement en raison du principe de sécurité juridique. Et ce principe, qui me paraît important de rappeler ici, implique qu'un projet légalement autorisé et validé par les juges ne peut pas juridiquement être remis en cause. C'est un principe fondamental du droit administratif qui permet d'apporter une stabilité qui est importante et qui est même essentielle dans tout état de droit. Toute personne, vous, moi, a besoin de cette stabilité, de cette sécurité juridique dans sa vie de tous les jours. Et c'est d'autant plus vrai pour un porteur de projet qui a besoin d'avoir une visibilité, qui a besoin d'avoir une stabilité pour s'engager dans un grand projet d'infrastructure. Ces grands projets, c'est du temps long, c'est voire du temps très long, et cette sécurité juridique est vraiment très importante pour ce type de projet. Et donc, dans cette hypothèse, on sort du champ juridique et seule une décision politique peut être à l'origine du retrait du projet. On a plusieurs exemples de retrait de projets, mais toujours sur la base d'une décision politique. Extrêmement récemment, on a évidemment tous en tête Notre-Dame-des-Landes, d'un fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif hier sur la responsabilité de l'État pour faute, parce que c'est vrai que cette décision politique peut emporter des conséquences pécuniaires potentiellement importantes pour l'État. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'était, et c'est dans la mesure où il relève d'une logique assez similaire au principe de sécurité juridique, il me paraissait important de répondre à votre question sur le principe d'indépendance des législations. Il s'agit d'un principe jurisprudentiel édicté par le Conseil d'État en 1959 dans un arrêt Sieur-Piard, et il se résume de la manière suivante: la légalité des autorisations délivrées au titre d'une législation ne peut pas être contestée sur le fondement d'une autre législation. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, il n'est pas possible d'obtenir l'annulation d'un permis de construire en se fondant sur l'absence de dérogation espèces protégées.
Pour obtenir ça, on demande au préfet d'imposer aux porteurs de projet de déposer une demande de dérogation espèce protégée, et s'il refuse, c'est ce refus qu'on attaque. Mais ce n'est pas dans le cadre du permis de construire qu'on est censé traiter cette question d'espèces protégées. Et alors, dans votre question, vous mentionnez la pertinence d'un assouplissement. À mon sens, le principe d'indépendance des législations a déjà connu un assouplissement très fort avec l'arrivée de l'autorisation environnementale en 2017. L'autorisation environnementale réunit plus de 10 régimes, qui étaient auparavant tous indépendants les uns des autres. Et cette fusion a quand même une conséquence majeure. Cette conséquence, c'est de faciliter l'accès au prétoire sur tous ces actes administratifs qui étaient auparavant indépendants les uns des autres. Et ce, à 2 titres. Et moi, je le constate dans ma pratique tous les jours. On a vraiment un avant 2017 et un après 2017 de ce point de vue-là. Au titre de l'intérêt à agir, tout d'abord. Aujourd'hui, un particulier voisin d'un projet peut sans difficulté faire un recours contre une autorisation environnementale. Enfin, sans difficulté d'un point de vue de l'intérêt à agir, j'entends. Alors, encore une fois, je parle de l'intérêt à agir. Alors qu'avant 2017, un voisin, et moi je l'ai vécu personnellement dans plusieurs dossiers, un particulier voisin n'avait pas intérêt à agir contre tous les actes délivrés pour ce projet. En général, on lui octroyait un intérêt à agir sur, par exemple, l'autorisation ICPE, installation classée. En revanche, contre une dérogation espèce protégée, ce voisin n'avait en général pas intérêt à agir. Aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de difficulté. Et après, vous avez aussi cette facilitation, cet assouplissement sur la question des moyens qui vont être soulevés dans le cadre du contentieux. Et ça, c'est très net. Depuis 2017, tous les moyens qui pouvaient être soulevés contre les actes fusionnés dans l'autorisation environnementale sont opérants contre cette autorisation environnementale, alors qu'avant, en vertu du principe d'indépendance des législations, un requérant ne pouvait pas invoquer, par exemple, le non-respect de la réglementation sur les monuments historiques contre une autorisation de défrichement. Ça n'était pas possible. Aujourd'hui, dans la mesure où tout est fusionné, en fait, on a vraiment cette facilitation sur le contentieux. Donc, à mon sens, le principe d'indépendance des législations est d'ores et déjà très assoupli par rapport à ce qu'il a pu être. Et pour terminer, je souhaitais répondre à votre question sur les dérogations espèces protégées, parce que c'est un sujet sur lequel je suis en permanence consultée par mes clients, et ce, depuis que j'ai commencé à exercer. C'est vraiment un sujet qui ne faiblit pas, qui prend même de l'ampleur. Je laisserai mon confrère en parler. Mais, donc sur ce sujet, un bref rappel. On a l'article L411-1 du Code de l'environnement qui impose une interdiction stricte de détruire ou de porter atteinte à une espèce protégée ou à son habitat. Des dérogations à ce régime de protection stricte peuvent être délivrées sous certaines conditions. C'est l'article L411-2 du Code de l'environnement. Et on a notamment tous en tête 3 conditions. La première étant que cette dérogation doit être justifiée par une raison impérative d'intérêt public majeur. Il faut démontrer l'absence d'autres solutions satisfaisantes, alternatives, et ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces 3 critères sont cumulatifs et ils sont appliqués de manière très stricte par le juge administratif. Et donc, pour répondre très directement à votre question, Madame la rapporteure, oui, moi je trouve que la jurisprudence du Conseil d'État est lisible sur ce sujet. Elle est abondante, elle est stricte, mais elle est lisible dans la mesure où elle est assez constante ces dernières années. Et elle est d'autant plus lisible qu'elle est très stricte. Et d'ailleurs, cette jurisprudence a une conséquence particulièrement importante, c'est qu'aujourd'hui, et je vais le dire de manière très franche, le meilleur moyen pour obtenir l'annulation d'un projet, ça reste la dérogation espèce protégée. Nous, dans notre jargon, on appelle ça l'arme de destruction massive. Et ça s'explique par le fait que les critères sont très difficiles à remplir. D'abord, on a la raison impérative d'intérêt public majeur, qui est une notion extrêmement forte pour un juge administratif. Il faut se mettre à la place du juge administratif, qui est un publiciste, qui est vraiment quelqu'un qui applique le droit administratif. Et donc, pour lui, on est au-delà de l'intérêt général, on est au-delà de l'utilité publique. Il faut regarder en fait cette rédaction qui nous vient de la directive Habitat, qui n'est pas une rédaction française, la raison impérative d'intérêt public majeur. Pour réussir à répondre à un critère pareil, loin d'être évident. Et d'ailleurs, il y a peu de projets qui réussissent à répondre à ce critère-là. Et donc, c'est une première étape qui est particulièrement difficile à franchir. Et ensuite, si la raison impérative d'intérêt public majeur est reconnue, le juge va vérifier l'absence de solution alternative satisfaisante. Et là aussi, et même sur un grand projet d'infrastructure, c'est un critère difficile.
On a également une jurisprudence très récente qui date du 26 mars dernier, tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement numéro 23-03-820, qui a jugé qu'un projet photovoltaïque qui était attaqué, qui bénéficiait de la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur, en application des nouvelles dispositions de l'article R411-6-1 du Code de l'environnement. Mais, pour autant, le tribunal considère qu'il y avait d'autres solutions alternatives et annule l'arrêté préfectoral. Donc aujourd'hui, je trouvais important de dire que ce régime de dérogation espèces protégées constitue une préoccupation majeure pour les porteurs de projets. Et moi, à titre personnel, le premier conseil que je donne à mes clients, c'est de tout faire pour ne pas avoir besoin de cette dérogation. Et tout faire pour ne pas avoir besoin de la dérogation, c'est faire en sorte de faire de l'évitement. Et donc ça répond aussi à une des questions que vous pouviez poser. Je ne pense pas que la démarche ERC soit forcément un faux semblant pour finalement justifier de la compensation. Moi, dans ma pratique, vraiment, pour ne pas avoir à demander cette dérogation, l'évitement est vraiment une solution qui est privilégiée dans la réflexion sur un projet. Je vous remercie. Merci pour vos propos, Monsieur Gosselin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je tiens à remercier d'abord ma consoeur pour son excellent exposé. Vous m'entendez là, c'est bon ? Bon, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci à ma consoeur pour son exposé. Je vais vous présenter le mien. J'ai essayé de répondre au plus grand nombre des questions de Madame la rapporteure. Je vous adresserai une trace écrite, évidemment, ensuite, ça va de soi. Je vous parlerai comme juriste qui a participé à un certain nombre de commissions au cours desquelles un certain nombre de vos questions ont déjà été évoquées. Et donc, j'aurais voulu aussi un petit peu, c'est le privilège de l'âge, vous faire état des débats qui ont déjà eu lieu sur les questions qu'aujourd'hui vous posez. Ces questions intéressent évidemment le projet de la 69, mais dans l'ensemble, les projets d'infrastructure linéaire beaucoup plus largement. On en a parlé lors du Grenelle de l'environnement, on en a parlé lors de la commission qui a été réunie par Alain Richard en 2015, commission sur la démocratie environnementale, où il était notamment question du projet Europa City, qui présente un certain nombre de similarités avec le vôtre. Et puis nous en avons aussi parlé lors de la commission qui a accouché de la procédure de l'autorisation environnementale, qu'on appelait unique à l'époque, convoquée par Delphine Batho, que je pilotais avec Delphine Edary, conseillère d'État. Et lors de cette commission, d'ailleurs, je voudrais vous expliquer pourquoi on a sorti la dupe du régime de l'autorisation environnementale et que nous avons à l'époque souhaité qu'il y ait bien deux temps, celui de la déclaration d'utilité publique et celui de l'autorisation environnementale. Ça n'allait pas de soi. Alors, mon exposé, je l'articulerai en deux parties, si vous me permettez. Première partie sur les projets en général et ensuite une deuxième partie sur le projet de loi 69 en particulier, sachant qu'évidemment, comme ma consoeur, je ne dirai aucun mot sur la légalité ni sur la légitimité de ce projet qui fait encore l'objet de recours qui sont pendants. Sur la première partie, il y a deux temps, si vous me permettez. Il y a d'abord la procédure et ensuite le contentieux. Sur la procédure, vos questions, Madame la rapporteure, sont tout à fait pertinentes, et je vous en remercie, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles sont sur la phase projet. Or, il y a une phase avant, et je me permets d'attirer votre attention. Cette phase avant, et c'est très net quand on lit les comptes rendus que vous avez bien voulu me faire parvenir, c'est la phase de planification ou de programmation. Parce que les difficultés que vous rencontrez, là, au niveau de la 69, comme pour le barrage de Sivins, comme pour le Center Parcs de Roibon, comme pour Notre-Dame-des-Landes, c'est parce qu'elles sont nées avant, au moment de la programmation. En matière routière, j'ai été fasciné de voir effectivement les experts qui sont présentés devant vous. J'ai notamment beaucoup apprécié l'intervention de M. Martin Malvy, qui nous explique qu'en fait, que la programmation de cette infrastructure date de 1971, c'est pas uniquement pour dire qu'elle est ancienne, parce que ça pourrait être aussi une cause de légitimité qu'elle soit ancienne, hein, ça va dans les deux sens. Non, c'est parce qu'il y a une multitude d'instruments à la fois unilatéraux et contractuels pour programmer ou ne pas programmer cette infrastructure. On a les contrats de plan État-région, les PDMI pour moderniser les infrastructures, ça fuse des lois d'orientation les unes après les autres, on ne sait pas très bien ce que veut l'État, on ne sait pas très bien non plus comment il travaille avec les territoires. Les lois d'orientation n'en parlent pas, certains contrats de plan État-région en parlent, sur des tronçons, sur deux tronçons. À la fin, on a même deux déclarations d'utilité publique sur l'infrastructure elle-même. Donc, sur la phase programmation, je pense qu'il y aurait une véritable réflexion à avoir. Ma première proposition, c'est de relire le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable de 2014, qui propose le schéma régional intégrateur. Cette réforme n'a pas été menée à son bout. Ça a donné le SRADET au niveau régional, mais on s'est arrêté en cours de route.
On garde un plan totalement éclaté, avec différentes autorités, et on raisonne en silo. C'est-à-dire que quand vous faites de la programmation sur la route, vous ne pensez pas au carbone. Quand vous faites de la programmation sur le carbone, vous ne pensez pas à la biodiversité. Bref, vous abordez les sujets différemment, avec des administrations différentes, des experts différents, et l'intérêt de votre commission d'enquête, c'est que vous mixez tout ça, si vous me permettez l'expression, et que là, vous pouvez avoir une vision panoramique. De grâce, réformons la programmation en France. Nous avons une programmation, on n'arrête pas de planifier, on n'arrête pas de programmer, mais tellement mal, tellement mal. Et ensuite, au niveau projet, on retrouve les mêmes difficultés. Ce constat, il n'est pas de moi, il est d'une banalité affligeante, il a été fait 1000 fois, notamment dans ce rapport que je vous soumettais. Sur l'évaluation ensuite, on oublie que l'évaluation doit être faite au moment du plan et du programme. Mais comme ils sont éclatés, vous avez des morceaux d'évaluation qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Et effectivement, cette évaluation, on ne sait pas très bien ce qu'on en attend au niveau du programme. Est-ce qu'on doit détailler des projets alors qu'on n'en est qu'au plan et pas à la procédure d'autorisation du projet en particulier? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Il faudrait préciser les choses aussi à ce niveau-là. On s'est un peu trop contenté de transposer en copier-coller le droit de l'Union européenne sur l'évaluation des plans et programmes sans aller au-delà. Sur la participation, quel dommage d'en arriver à un moment où on arrive même à des drames. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un mort à propos du barrage de Sivins. Là, aujourd'hui, on voit des situations humaines délicates. Et je ne prends pas parti, tant du point de vue des forces de l'ordre que des militants aussi, dont je ne doute pas de la sincérité. Mais pourquoi on n'a pas parlé des besoins en amont lorsqu'on fait... Aujourd'hui, on parle du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. On parle de tous ces plans-là, mais ces personnes-là, on ne les a pas convoquées à ce moment-là. On les convoque quelque part quand la décision est prise. Le contrat de concession est dans les tuyaux, le cahier des charges est déjà rédigé. Donc en fait, les personnes, qu'est-ce qu'elles se disent? Les jeux sont faits. C'est contraire à l'article 6 de la Convention de Russe. On consulte le public à un moment où en réalité la décision est déjà prise. Pas de mauvaise foi. Pas parce qu'on parle dans leur dos, c'est parce que c'est le système juridique actuel. Donc, sur la participation, je pense que, et sur l'évaluation, il faudrait déjà penser à la phase planification. Ensuite, sur la phase projet, toujours sur la procédure, je suis toujours sur la procédure. Là aussi, nous avons une difficulté majeure, si vous me permettez. Qu'est-ce qui ressort de toutes les auditions que vous avez pu faire? L'étude d'impact, l'étude d'impact, l'étude d'impact. L'étude d'impact nous dit le droit de l'Union européenne, c'est la directive 2011-92, article 5, doit être fournie par le maître d'ouvrage. Le Code de l'environnement français, article L 122-1, tout ça je l'écrirai évidemment, recopie cette exigence. C'est le maître d'ouvrage. Tout le monde est perdant. Le maître d'ouvrage va dépenser beaucoup d'argent pour établir un document qui va lui être opposé en disant « mais ce document, c'est vous qui l'avez fait, il n'est pas sincère, il n'est pas objectif ». Le bureau d'études, j'ai vu des mises en cause des bureaux d'études dans les auditions qui ont été faites devant vous, que je trouve injustifiées parce que c'est comme pour un avocat, ne me demandez pas de lutter contre les intérêts de mon client. Le bureau d'études, quelle que soit sa qualité, évidemment qu'il répond aussi à une commande. Ensuite, la responsabilité, elle est bien sûr le maître d'ouvrage. Je pense que ce dispositif est obsolète. Aujourd'hui, pour assurer les opposants au projet que l'évaluation environnementale a été sincère, qu'elle n'est pas ponctuelle, mais suivie dans le temps, parce qu'on oublie que l'étude d'impact, c'est le carnet de santé du projet. Ce n'est pas juste à un moment T et puis ensuite on le met dans un tiroir. On peut opposer les engagements de l'étude d'impact suite au pétitionnaire, même si ce n'est pas repris sous forme de prescription. Et pour aussi soulager les plus petits maîtres d'ouvrage, imaginons par exemple pour un projet d'énergie renouvelable participatif, j'ai déjà eu dans ma carrière des collectifs qui étaient effectivement découragés par le coût de l'évaluation environnementale. Est-ce qu'il faut baisser l'exigence de l'étude d'impact? Surtout pas. Est-ce qu'il faut déconnecter l'étude d'impact du maître d'ouvrage? J'adorerais que votre commission d'enquête puisse en débattre. Évidemment que c'est une réforme européenne et qu'il faut convaincre le Parlement européen. Mais sincèrement, si on avait... Il y a eu des propositions lors du Grenelle de 2007. Si on avait par exemple un fonds type éco-organisme ou une autorité administrative indépendante avec un financement mutualisé de cette étude d'impact, vous auriez un document d'évaluation dont la sincérité ne pourrait pas être mise en cause, dont les bureaux d'études pourraient travailler librement parce qu'on ne les accuserait pas de travailler pour un client et les opposants effectivement seraient rassurés aussi par une évaluation de qualité, indépendante et suivie. C'est ma première proposition. Je pense qu'il faut réfléchir à ce lien entre l'étude d'impact. Aujourd'hui, évidemment qu'on ne peut pas reprocher ni aux concessionnaires, ni aux maîtres d'œuvre d'avoir réalisé cette étude d'impact. C'est ce que le droit leur impose. Mais on voit bien qu'ensuite, elle est contestée. Et le juge administratif, c'est très patent lorsqu'on lit l'ordonnance de référé du tribunal administratif. En 3 semaines, il est censé porter un avis sur quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, ayons ce débat en amont. Ce débat en amont nous permettra aussi d'avoir une meilleure qualité ensuite d'évaluation par ceux qui doivent le faire, c'est-à-dire l'administration,
notamment des routes, mais aussi par l'autorité environnementale. D'ailleurs, l'autorité environnementale dont vous avez auditionné le président, j'ai noté, elle ne remet pas en cause le sérieux de l'étude d'impact. Simplement, elle remet en cause les données qui ont été données à l'autorité environnementale. Là aussi, si on pouvait avoir une autre façon de rédiger l'évaluation environnementale, on pourrait avoir une réflexion sur les données dont dispose le rédacteur de l'évaluation environnementale. Ça aussi, c'est pas neuf ce que je vous dis là, c'est des réflexions qui sont déjà assez anciennes. Ensuite, au-delà de cette question, toujours sur l'évaluation environnementale, si vous me permettez, est-ce qu'il faut revoir le statut de l'autorité environnementale? Moi, j'ai fait partie de ceux, j'avais remis un rapport au temps de la commission de démocratie environnementale qui pensait qu'il fallait créer une autorité administrative indépendante. Aujourd'hui, l'autorité environnementale, la fonction fait l'homme aussi, a prouvé son indépendance et la qualité de ses travaux. Est-ce qu'elle a les moyens de ses travaux? Non. Il arrive même que parfois, elle ne puisse pas rendre d'avis qui sera alors réputé favorable. Est-ce que pour autant, il faut que l'autorité environnementale rende un avis qui s'impose à l'État? Non. D'ailleurs, Christophe Cassou, dont la compétence en matière de climat est incontestable, le dit lui-même. Ce n'est pas l'expertise scientifique qui doit faire la décision publique. Vous avez posé une question d'ailleurs très importante sur la responsabilité. Si le scientifique décide, parce que son avis serait conforme, c'est lui qui serait responsable. Évidemment que dans un état de droit, on mélange tous les rôles. C'est à l'État de décider et d'en assumer la responsabilité. Mais derrière cette évaluation scientifique, on pourrait peut-être revoir les conditions, notamment grâce à cette déconnexion entre l'évaluation environnementale et ensuite la décision. Je vais essayer d'accélérer sur la participation. Sur la participation, nous avons essayé et nous avons échoué lors du Grenelle de l'environnement à passer d'une interprétation à une autre de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Aujourd'hui, cet article 7, c'est de la consultation à un moment où la décision est trop souvent prise. L'article 7 pourrait être lu un petit peu différemment si on combinait avec la Convention d'Aarhus. Cette convention qui est un petit peu le mantra de tous ceux qui s'intéressent à la participation du public. Concrètement, aujourd'hui, il faut que le Parlement crée le dialogue environnemental. C'est-à-dire qu'en droit du travail, vous l'avez fait, il existe un dialogue social. Il n'existe pas en droit de l'environnement. Il serait peut-être temps de structurer ce dialogue environnemental avec, nous avons des partenaires sociaux qui sont respectés, qui ont des critères de représentativité, de légitimité, des endroits pour discuter, pas en matière environnementale. Je ne parle pas des institutions qui existent déjà, qui malheureusement se limitent parfois à une succession de monologues autour d'une table, et c'est pas très... Je prends un exemple concret là dans la procédure. Il faut qu'on revise la fonction du CODERST. Avant de prendre cette décision, l'État va consulter les corps intermédiaires, les syndicats de salariés, les associations de défense de l'environnement, les élus, au sein de ce qu'on appelle le CODERST, qui est une commission effectivement qui se réunit en préfecture. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Ces commissions, pourquoi ne pas les réformer pour avoir une véritable co-construction de la décision publique? Le préfet prendra la décision à la fin. Mais il ne sera pas seul à la prendre. Il aura une commission derrière avec des personnes dont on sera certain de la représentativité, de la légitimité, des moyens qui leur sont alloués. Il y a 15 ans, j'étais administrateur de France Nature Environnement. France Nature Environnement, c'est une fédération qui fait ce qu'elle peut, grâce à des bénévoles qui vont se répartir dans plus de 2500 commissions administratives. L'État vit grâce au bénévolat de ces gens-là. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi professionnaliser tout ça, c'est-à-dire leur donner les moyens de travailler et de contribuer à la décision publique de manière tout à fait effective, transparente, contrôlée, pour que les liens d'intérêt éventuels aussi puissent être sur la table et pour qu'éventuellement aussi les maîtres d'ouvrage et les autres parties soient rassurés sur le point de vue qui est celui de cette personne. Il ne suffit pas de se présenter au nom d'une association pour être légitime, évidemment. Il faut aussi savoir d'où on parle, quel est son parcours. C'est important. Donc là aussi, pour assurer le dialogue environnemental dans cette affaire, on voit bien qu'il y a un grand absent dans cette affaire-là. Ce sont les corps intermédiaires qui sont ensuite débordés par d'autres collectifs, des personnalités, des individus, certains aussi qui savent saisir les médias. Et je regrette qu'en amont, on n'ait pas cette réflexion de qualité, porte fermée, avec des corps intermédiaires, un peu à l'image du droit du travail. On ferait, je pense, beaucoup en modernisant le CODERST. C'est donc ensuite l'État. L'État doit décider, c'est normal. L'État doit décider, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avancer sur l'obligation de motivation des actes administratifs? Elle existe depuis 1959, mais elle pourrait être développée un petit peu. Ce n'est pas juste d'aligner des visas. Ce n'est pas juste d'aligner des motifs pour se dire « j'espère que le juge administratif ne va pas me reprocher un défaut de motivation ». Je pense qu'on pourrait travailler sur la motivation. Pourquoi l'État, à un moment T, prend la décision d'autoriser, de délivrer une autorisation environnementale d'un projet? Et quelles sont les décisions ensuite qu'il prend? Dans vos questions, je vois notamment l'articulation entre la déclaration d'utilité publique et l'autorité environnementale. Est-ce que l'État doit décider en une fois?
C'est une proposition qui était sur la table au moment de la commission convoquée par Delphine Batho. Moi, j'y étais favorable et j'ai changé d'avis. À l'époque, l'administration des routes, les aménageurs, les porteurs de projets nous ont dit on ne peut pas. On ne peut pas parce que par avance, dire quel est le périmètre dont nous avons besoin, parce que je rappelle juste que la déclaration d'utilité publique, ce n'est pas pour des prescriptions environnementales, c'est pour juger du caractère d'utilité publique du projet. C'est deux logiques différentes, même s'il y a une étude d'impact, le but n'est pas le même. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, il avait été question de fusionner le permis de construire, ce qui a été fait dans un premier temps de 2014 à 2017, on l'a sorti ensuite, et la déclaration d'utilité publique, c'était dans les tablettes. On l'a sorti parce qu'il y avait un besoin de souplesse, qui quelque part est écolo aussi. Il faut pouvoir changer d'avis sur le périmètre du foncier. On voit bien que plus les années passent, plus on est sobre en artificialisation, moins on veut consommer d'espace, ce qui n'était pas la logique d'il y a 20 ans. Et donc, pour moins consommer d'espace, avec l'état des connaissances, parfois on peut se dire qu'effectivement, l'utilité publique du projet sera appréciée différemment. D'où l'importance de ne pas la fossiliser. D'où l'importance peut-être de la laisser hors de l'autorisation environnementale et d'avoir ces deux temps dans le raisonnement. Même si je comprends qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. On pourrait ensuite en parler. C'est le choix qui avait été fait à l'époque. Sur le contentieux, enfin, j'en finis par là. Excusez-moi, j'ai été 10 fois trop long et évidemment que ma consoeur devra répondre avec beaucoup plus de temps que celui que je viens de monopoliser. Le contentieux, je voudrais faire deux observations en complément de ce qu'a dit ma consoeur. Un, sur le référé. Vous savez que les associations, depuis longtemps, demandent à ce que dès qu'elles introduisent un référé suspension, ça suspende l'exécution des autorisations qui ont été données par l'État. Concrètement, ce serait une brèche dans le privilège du préalable qui permet à l'administration de prendre des décisions qui restent exécutoires malgré le recours devant le juge. Je pense qu'il y a trop d'inconvénients. N'oublions pas aussi que certains projets ont besoin de se faire tout de suite pour l'environnement. À titre personnel, l'essentiel de ma clientèle se trouve dans le domaine de l'économie circulaire et des énergies renouvelables. Il est bien évident que si demain vous dites que le simple dépôt du recours permet de suspendre l'exécution des autorisations environnementales, il n'y a plus d'éoliennes. Parce que le financement du projet est déjà tellement compliqué que, évidemment, que là, vous allez faire porter un poids supplémentaire sur ces projets. Certains n'y réchapperont pas. Alors, le référé suspension. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous avez des propositions dans le projet de loi d'orientation agricole qui, à mon avis, vont complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire. Il faut apaiser. Il faut apaiser. Le contentieux, il sert à apaiser. Comme ma consoeur l'a très bien dit, le conflit, il est né avant. Et le contentieux, parfois, l'exacerbe, ce conflit. Je suis désolé de le constater. Il est important le temps de la justice ne sera jamais le temps de la décision politique. N'espérons pas qu'un juge puisse en permanence, en formation collégiale, tout en respectant les principes du procès, contradictoire, droit de la défense, échange des pièces, etc., décider en de temps de mouvement. C'est impossible, ça serait hypocrite de vous le dire. On a besoin de temps. Et d'ailleurs, les avocats sont parfois les premiers à demander du temps. Par contre, devant le juge des référés, il est exact que parfois, et même certains juges nous le disent confidentiellement, nous avons des rejets sur l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut deux conditions qui doivent être réunies pour que le juge du référé suspension puisse suspendre l'exécution de l'autorisation, notamment environnementale. La première, c'est l'urgence. C'est vrai que lorsque vous avez un juge unique, qui a parfois peu de moyens, et il peut être tenté dans certains cas, ce n'est pas du tout une question d'incompétence, c'est juste qu'il souhaite renvoyer au fond pour avoir le temps d'analyser des dossiers complexes. Et on a un rejet sur l'urgence. Je pense que sur l'urgence, aujourd'hui, on ne devrait plus l'apprécier de la même façon. Le Conseil d'État vient de rendre d'ailleurs une décision très importante sur l'urgence où il l'a fait évoluer en expliquant que ce n'est pas parce que les travaux ont commencé qu'il n'y aurait plus d'urgence à suspendre. En même temps, il ne faut pas créer d'insécurité juridique. Donc c'est l'intérêt de tous peut-être de faciliter l'instruction des référés suspension en modifiant la preuve de l'urgence et en y ajoutant une petite subtilité, donner la possibilité au juge d'y référer. Moi, j'ai déjà demandé, mais je n'ai pas réussi à l'obtenir, d'organiser une médiation. On est dans la passion, on dépose un référé suspension, parfois on pourrait se parler. Et parfois on pourrait trouver des solutions. Avec les gens de bonne volonté, Monsieur le Président, je vous assure que c'est possible. Et il n'y a que des gens de bonne volonté autour de cette table pour avancer et trouver le moyen de faire la paix. Et là, effectivement, on pourrait suspendre peut-être 3 semaines maximum. C'est du temps gagné même pour le maître d'ouvrage, le temps d'organiser cette médiation sur certains points, peut-être pas sur tous, mais parfois le fait de se parler permet de gagner beaucoup de temps. Je pourrais vous donner des exemples. Ensuite, on reprend l'instance et une décision est prise par le juge du référé. Sur le fond, il faut arrêter de complexifier la procédure en permanence. La procédure administrative contentieuse est une procédure simple. Loi après loi, on crée des régimes particuliers. Ça devient très compliqué. C'est un petit peu dommage. Enfin, sur le projet en particulier, je vais un peu à toute vitesse parce que j'ai été trop long. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez 2 solutions en droit. La première, c'est de respecter la parole de l'État et d'attendre que le juge fasse son office.
c'est normal. Ce sont les recours. Ce n'est pas très satisfaisant de dire ça, mais c'est la première chose. La deuxième, qui est un instrument, je précise, que je ne partageais pas, mais il est là, il existe en droit, c'est la consultation locale, article L123-20 du Code de l'environnement. Elle a été créée notamment sur proposition du sénateur et ancien ministre Alain Richard, précisément pour des situations dans lesquelles vous êtes. Et le texte, d'ailleurs, fait état des projets qui viennent d'être déclarés d'utilité publique. Lorsqu'on est dans une situation de conflit, sans remettre en cause le vote des personnes qui ont été élues au suffrage universel, Monsieur le Président, le Parlement a proposé cette procédure qui n'a donné qu'un résultat aujourd'hui, pas très probant, puisque l'État a finalement abandonné la déclaration d'utilité publique en la laissant mourir de sa belle mort. C'est-à-dire qu'elle est devenue caduque par 10 ans et on l'a laissée mourir. Bon, en l'occurrence, la déclaration d'utilité publique, il y en a deux même, est un peu plus récente, donc je ne pense pas que ça soit la bonne solution que de la laisser mourir de sa belle mort. En plus, le chantier quasiment... Mais peut-être effectivement que sur des aménagements, que sur des mesures d'accompagnement, de suivi, de compensation, il serait possible effectivement d'avoir ce débat démocratique, non pas sur le principe même. La question est posée aux juges aujourd'hui, et je me réserverais bien de donner mon opinion, mais peut-être aussi sur un peu plus autour du projet pour apaiser aussi, pour montrer aussi que la contestation a été entendue et écoutée, ne pas dire votre parole n'a pas d'intérêt, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. C'est le respect des gens, c'est le dialogue environnemental. Je vous prie de m'excuser, j'ai été vraiment trop long. Merci, c'était excessivement intéressant. Merci à tous les deux pour vos interventions. J'aurais que quelques... Vous avez été très complet, donc quelques petites observations à faire et questions. La première, je suis assez d'accord avec vous sur le fait de réfléchir à l'encadrement sur ce type de procédure, d'un délai contraint pour statuer. En réalité, ce temps d'attente de la justice qui est long, il est souhaitable pour personne, ni pour ceux qui sont en faveur d'un projet, qui le soutiennent depuis des années, et même y compris pour ceux qui le contestent en se raccrochant à cela, en créant sur place, comme c'est le cas aujourd'hui dans le sud du Tarn et à Saïs en particulier, des tensions qui sont inacceptables avec des règlements de compte qui se produisent tous les week-ends sur fond de violence et de dégradation de biens privés. Donc c'est souhaitable évidemment pour personne. Moi je partage avec vous le fait que peut-être ce serait une piste. Peut-être pour monsieur Arnaud Gosselin, alors après il faudrait voir évidemment quelle est la durée de ce temps contraint. Vous avez évoqué deux choses qui me semblent être à soulever. La première, c'est vous avez parlé de la participation, où vous indiquez qu'on convoque les gens au moment où la décision est prise. Pour y avoir participé, moi j'ai souvenir, dans le cadre de ce projet d'autoroute, d'avoir participé à de très très nombreuses réunions publiques et à des concertations en nombre important. Mais à un moment donné, et vous l'avez aussi justement dit, une fois que ce débat a eu lieu dans le CNDP, à un moment donné, il faut que la concertation, le débat public s'arrête pour passer à la phase d'action. Mais ça a bien eu lieu. Et donc j'aimerais peut-être que vous me disiez ce que vous pensez de ce point de vue-là. Le troisième point, et je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous évoquez sur la consultation locale. Au fond, dans ce projet, même si elle n'a pas repris cette situation, j'allais dire, réglementaire ou juridique, très précisément, elle a été envisagée. Elle a été envisagée, et vous avez vu ma petite réaction en disant il faut le faire avec des gens qui sont raisonnables. Le préfet de région, le préfet du Tarn ont convoqué l'ensemble des associations avec l'ensemble des élus en faveur et en défaveur du projet à la préfecture de Castres pour leur dire aujourd'hui, on se met autour de la table, il y a des mesures environnementales qui peuvent être, avancées, bonifiées, discutons tous ensemble, mettons-nous autour de la table. Il y a un projet de territoire aussi également qui est là, auquel vous pouvez participer. On a eu une fin de non-recevoir des associations qui nous ont dit, nous, le préalable indispensable, c'est la suspension des travaux. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que même comme en dehors, des procédures que vous évoquez, quand cette tentative de conciliation, elle a lieu, elle la chope, parce qu'il y a des préalables qui sont donnés par, notamment, en l'occurrence, et j'y étais, ma collègue la rapporteure aussi également était présent à Castres, et on a ce préalable qui envoie tout balader, alors que je pense effectivement que c'est un facteur d'apaisement, que d'avoir des gens comme les associations qui étaient présentes à Castres, qui sont des gens qui peuvent être raisonnables et qui, aujourd'hui, n'occupent plus vraiment le terrain
voilà, les gens qui sont dans cette ZAD, qui sont masqués, qui sont tous cagoulés, et qui vont découdre avec les forces de l'ordre et les vigiles des sociétés privées, ne sont pas des gens raisonnables. Et donc moi, je préfère effectivement qu'en amont, qu'on puisse avoir avec des gens raisonnables une discussion. On peut effectivement, dans le cadre de ce projet-là, qui est aujourd'hui un chantier, regretter que ça n'ait pas eu lieu. Mais voilà, je percevez à travers ce que je viens de dire la difficulté de mettre tout cela en place et d'avoir peut-être les bons intermédiaires. Voilà quelles étaient les observations, questions que je voulais vous faire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais rebondir sur une des remarques de mon confrère sur l'étude d'impact et en fait repenser cette étude d'impact. C'est vrai que ça ressort de vos questions qu'en fait, on sent que vous trouvez que en fait, l'ordre dans lequel sont rendus donc la DUP, le contrat de concession et ensuite l'autorisation environnementale, en tout cas, Madame la rapporteure, vous n'avez pas l'air de trouver que c'est forcément fait dans le bon sens. Moi, alors aujourd'hui, c'est l'état du droit, donc voilà, on est tous d'accord sur le sujet. Après, si on voudrait réfléchir différemment, alors, pour être tout à fait honnête, en tant que juriste, au début, je me suis dit, alors attends, l'autorisation environnementale avant la DUP, c'est quand même un truc très bizarre pour moi. Et en fait, il y a deux options. À mon sens, il y a deux options, c'est-à-dire que si on veut faire vraiment passer cette autorisation environnementale avant la DUP, dans ces cas-là, ça signifie qu'il faut choisir son porteur de projet avant la DUP. Et ça présente quand même une difficulté majeure, c'est qu'en fait, il faut, avant même d'avoir déclaré un projet d'utilité publique, identifier un porteur de projet qui sera prêt à s'engager, alors même qu'il n'a pas cette sécurité juridique qui est liée à la déclaration d'utilité publique. Parce que, comme mon confrère l'a dit, une DUP et une autorisation environnementale n'ont pas le même objectif. Donc ça, c'est une première option, mais qui me paraît quand même, de manière très opérationnelle, un peu compliquée. Et après, il peut y avoir une autre option qui est de se dire qu'en fait, et c'est un peu la proposition de mon confrère, qui était de dire on va décorréler en fait l'étude d'impact de l'autorisation environnementale, enfin l'étude d'impact environnementale, j'entends, donc l'évaluation environnementale de cette autorisation environnementale, et toutes les études qui sont censées être faites au stade de l'autorisation environnementale, les études faune-flore, l'archéologie préventive, enfin tout ce que vous voulez, on le positionne du coup avant la DUP pour que ça puisse être pris en compte dans le bilan coût-avantage de la DUP. Mais ça signifie que vous n'avez pas encore de porteur de projet au moment de cette DUP. Et donc, ça signifie que c'est porté par l'État. Et donc, ça signifie aussi que... Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça serait aussi, du coup, permettrait peut-être d'avoir un sentiment plus d'indépendance, de plus de transparence. D'un autre côté, moi, je suis un peu dubitatif, parce qu'aujourd'hui, on a des contestants, enfin, des contestations qui sont contre ce projet, contre l'État, en fait. Donc, est-ce que vraiment une évaluation environnementale, une étude d'impact qui serait faite par l'État, est-ce que vraiment elle serait considérée comme plus indépendante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de la déplacer avant la DUP, ça permettrait qu'elle soit prise en compte au moment du bilan coût-avantage de cette DUP. L'inconvénient quand même, c'est que du coup, ce coût de toutes ces études, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des centaines de milliers d'euros, serait donc prise en charge par l'État et non par le porteur de projet. Voilà ce que je voulais ajouter. Monsieur Gosselin, si vous voulez. Alors, sur le sentiment que la décision est prise avant, en fait, ça découle de la chronologie. Le contrat de concession, sa rédaction et même son approbation, qui est intervenue de tête fin 2022, intervient avant l'autorisation environnementale, qui est l'autorisation clé. Je ne doute pas de la sincérité de ceux qui ont organisé les consultations et les débats. Franchement, en lisant les comptes rendus que j'ai déjà pu lire, je trouve que tout le monde est extrêmement sincère dans cette affaire. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, je ne voudrais pas réduire la contestation à quelques personnes. Il y a aussi des personnes qui, aujourd'hui, sont légitimement inquiètes du changement climatique. Ce n'est pas fin. Et je peux comprendre aussi leur anxiété, leur angoisse. J'ai des jeunes autour de moi. Et le changement climatique, oui, percute ces projets, percute notre droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous travaillez. Et oui, même si un projet est légal, on doit se poser cette question de cette révolution que nous vivons actuellement. C'est normal. Donc oui, chronologiquement, il y a des décisions qui sont prises avant même que certaines consultations aient lieu. C'est pas de la mauvaise foi. C'est juste que c'est la chronologie qui est organisée de cette manière-là. Et peut-être qu'en déplaçant vers l'amont, c'est-à-dire pas simplement l'amont du projet, mais l'amont, la planification des besoins, du potentiel,
eh bien, on aurait une meilleure consultation. La responsabilité collective, est-ce que les citoyens se déplacent aux enquêtes publiques sur les plans et programmes? Non. Et d'ailleurs, sur les projets, pas toujours. Donc peut-être qu'il y aurait une réflexion pour rendre plus attractif le débat à ce moment-là sur la programmation, avec moins de plans, des plans plus panoramiques, éviter le raisonnement en silo, la multitude des acteurs avec ce schéma régional intégrateur dont je vous parlais. Sur l'évaluation, juste une précision. Alors, je ne proposais pas qu'elle soit faite par l'État. Elle doit être faite par le maître d'ouvrage, mais de manière déconnectée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le maître d'ouvrage va définir son projet, ses options. La proposition qui n'est pas la mienne, qui est discutée depuis des années, c'est que le financement ne soit plus assuré par le maître d'ouvrage, mais ça pourrait être par un fonds, un éco-organisme ou une autorité administrative indépendante. Mais indépendante de l'administration, c'est-à-dire l'État au sens propre, qui lui va instruire et prendre la décision derrière. On a des mécanismes qui s'en approchent, notamment pour l'éolien en mer. On peut imaginer que surtout en phase planification, il y ait une évaluation indépendante des besoins d'un territoire qui soit assuré par la puissance publique, et ensuite en phase projet, qu'il y ait effectivement un lancement du projet par des personnes privées ou publiques d'ailleurs, mais que l'évaluation soit réalisée de manière indépendante. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui contesteront. Mais c'est l'avantage du maître d'ouvrage, parce que vous réduisez le risque d'annulation devant le juge, à l'évidence, et le juge administratif qui est quand même très attentif à ce que dit l'autorité environnementale, par exemple, et qui se demande parfois, lorsqu'un préfet, par exemple, ne suit pas l'avis de ses services ou ne suit pas l'avis de l'autorité environnementale, on sait que le risque d'annulation, quand même, est beaucoup plus important. C'est indéniable. Donc sur l'évaluation environnementale, je pense qu'on peut beaucoup progresser, mais ça suppose de saisir vos collègues européens qui vont bientôt être réélus sur ce point-là. Voilà. Excusez-moi, je ne vais pas être long comme tout à l'heure. Non, merci, c'est très intéressant. Peut-être Madame la rapporteure, si vos questions complémentaires. Oui, alors il y a quelqu'un. Vous pouvez éteindre votre. Pardon. Merci. Oui, alors vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, comme vous le disiez, M. Gozman, tout cela vient de loin. Ce ne sont pas des propositions qui arrivent, que nous découvrons sur la table aujourd'hui de la commission d'enquête. Et on regrette que venant de si loin, elle ne prospère pas davantage quand on constate qu'à chaque dossier aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il soit en faveur des énergies renouvelables ou qu'il soit en défaveur de production de gaz à effet de serre comme l'autoroute A69, au bout du compte, génère les mêmes interrogations, les mêmes combats, enfin des combats portés par des gens différents, mais pour autant de contestation. Et on voit bien qu'on est au bout d'une organisation légistique et législative de cette question et que, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, qui est incontestable, sont des données scientifiques avec le dérèglement climatique, que ne va faire que renchérir la contestation de ces projets et la contestation qui se fait jour, surtout quand ça s'étale sur des dizaines d'années, comme celui-là en particulier, mais même quand il s'agit de dossiers qui sont plus contraints en termes de calendrier ou de délai et qui sont contestés pour des raisons soit paysagères, sur les éoliennes, soit tout un tas d'autres motifs. Donc il faudrait réformer tout cela. Les écologistes en sont extrêmement conscients. Nous le portons au niveau européen. Nous souhaiterions que ce soit évidemment décliné au niveau national. Mais pour autant, sans attendre évidemment toujours l'espérance européenne qui ne se concrétise pas, il y a des choses à faire au plan national. Et donc je voudrais qu'on y revienne. Alors, je voudrais, alors on va repartir un petit peu en arrière, sur la question notamment des dérogations sur le volet des espèces protégées dont vous faisiez état. Pour revenir sur le sujet de la 69, même si les propos qui ont été tenus, les échanges que nous venons d'avoir permettent d'inscrire également cette commission d'enquête dans une perspective de proposition, d'évolution, et à la fois du droit et à la fois de l'articulation de ce droit, parce que c'est pas tant le droit qui aujourd'hui est critiquable, mais c'est l'articulation de ce droit qui conduit à des situations comme nous l'avons aujourd'hui et à des incompréhensions complètes. Et à ce propos d'incompréhension, alors je n'avais pas l'intention de l'évoquer, mais puisque Monsieur le Président ne cesse par ses interventions d'insister sur les violences perpétrées par certains à l'encontre du chantier, que d'ailleurs je réprouve, ce n'est pas le sujet. Moi, je tiens à insister, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je tiens à insister, mais vous ne l'avez jamais fait, Monsieur le Président, sur la violence institutionnelle qui a prospéré pendant plusieurs semaines à l'encontre de personnes qui protégeaient l'environnement, comme vous le disiez, Monsieur Gozman, et qui protégeaient l'environnement et en toute légalité, puisque ce sont les institutions
discussion elle-même qui, en l'occurrence, ne respectait pas la légalité d'un bois qui est protégé et qui n'avait pas été déclassé. Et donc là, il y a eu une inversion complète de paradigme où on attend de ce que la puissance publique soit là pour respecter le droit, et c'est la puissance publique qui ne le respecte pas, d'où évidemment les débordements que peut-être on peut constater et qui conduisent à ce qu'à un moment donné, on s'interroge sur qui fait quoi dans un dossier comme celui-là. Donc je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce sujet, mais enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Et d'ailleurs, nous allons auditionner le préfet du Tarn et lui poser les questions en ce sens. Donc, je reviens sur mon sujet de dérogation de la réglementation, et notamment dans ce dossier où on voit qu'il y a la dérogation sur 162 espèces. Et j'avais une question à vous poser par rapport à ce que vous avez comme dossier ou que vous avez pu traiter dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant à cette hauteur de 162 espèces? Est-ce que vous constatez qu'en réalité, au bout du compte, finalement, on y met tout et comme ça, on est assez tranquille, avec le point sur lequel on va revenir tout à l'heure, évidemment, de la délégation que l'État fait vers le concessionnaire, puisqu'à partir du moment où on privatise le domaine routier, on privatise les procédures également et le recours à des structures qui, évidemment, travaillent pour le concessionnaire et n'ont pas nécessairement l'ambition que d'autres qui contestent le projet pourraient avoir. Alors, je m'en tiens à la question de la dérogation. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez couramment, ou est-ce que vous êtes étonné par les dérogations sur la flore 5 espèces, poissons 4 espèces, reptiles 7 espèces, amphibiens 10 espèces, chiroptères 25 espèces, mammifères 5 espèces, avifaune 99 espèces, insectes 7 espèces. Et puis j'aurai évidemment après d'autres questions à poser. Alors, sur la question de la dérogation espèces protégées, pour répondre à votre question, 168 espèces, c'est ce que vous disiez. Moi, sur un grand projet d'infrastructure comme ça, non, le chiffre ne me choque pas. D'abord parce qu'il faut savoir que les listes d'espèces protégées sont extrêmement fournies, elles sont très longues. Il y a beaucoup d'espèces, en fait, aujourd'hui, qui sont... et je ne suis pas là pour juger de la légitimité de ces listes ou non, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées. Et donc sur un projet de ce type-là. Et puis il faut savoir aussi qu'en fait, cette liste, elle ne signifie pas forcément qu'il y a 168 espèces qui seront détruites. En fait, ça concerne aussi leurs habitats. Donc en fait, il peut y avoir une destruction de l'habitat seulement en tant que tel. Et donc c'est aussi pour ça, ça peut aussi expliquer ce grand nombre d'espèces concernées. Mais donc non, pour répondre à votre question, moi je ne trouve pas que 168 espèces, ça soit sur un grand projet d'infrastructure un chiffre très choquant. Il y a combien d'espèces protégées pour faire le... Alors là, je serais incapable de vous dire. Confrère, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais oui, on est en milliers. Donc, voilà. Donc ça, c'est sur la question des espèces protégées. Ensuite, sur les sujets relatifs à l'articulation que nous devrions avoir sur les projets en général, la planification, l'évaluation. Je voudrais revenir sur la question de la planification. Et vous faisiez état du SRADET en particulier, donc là je m'adresse à vous. Or, il se trouve que pour le SRADET, sur la 69, figurez-vous qu'il ne mentionne pas la 69 sur ces cartes. Et donc, on voit bien qu'un document qui est un document, toujours la même chose, entre la légalité et évidemment ensuite la contestation de cette légalité, à partir du moment où vous avez un document qui s'appelle le SRADET, qui en principe fixe les grandes orientations d'infrastructures sur lesquelles ensuite vont se décliner les SCOT et puis PLU, PLUI, eh bien ce SRADET ne mentionne pas la 69. Donc on voit bien que même dans ce cadre-là, qui est un cadre légal, il existe, il a été discuté, il a été élaboré, et pour autant, alors même qu'on sait bien que la 69, ça d'une affaire qui date depuis longtemps, eh bien il ne figure pas. Donc il y a déjà sur l'utilisation de certains actes, et on le voit bien, déjà des défaillances dans la question de la planification, telle que vous l'évoquez, et qui mériterait évidemment, si ça avait été le cas, et si ce document avait été utile, qu'il y ait des discussions au moment de l'élaboration du SRADET sur la question de la 69, déjà en amont,
alors même qu'on n'a rien changé à la règle de droit, eh bien, par ce biais-là, il y aurait pu y avoir des discussions qui ne se sont pas tenues. À telle enseigne qu'elles ne sont tellement pas tenues qu'il a fallu que certains élus qui sont opposés à cette A69 financent sur leur propre denier, avec une petite aide de la région, grâce à l'insistance d'élus écologistes qui étaient présents à l'époque, qu'il y ait une étude alternative qui soit faite par rapport au contrat de concession, enfin à l'idée de la concession autoroutière pour la RN 126. Donc on voit bien qu'il y a le droit est respecté, mais avec des, comment dire, des manquements, si on peut l'expliquer comme ça, qui font que la participation, au bout du compte, arrive très tardivement, alors qu'elle aurait pu s'inscrire en amont. Alors ensuite, sur la question, je voudrais revenir avec vous sur la question de l'étude d'impact et sur ensuite l'obligation de motivation des actes administratifs. Puisque, évidemment, moi je reprends, ça c'est devenu ma Bible de tous les jours, sur l'arrêté interdépartemental qui a été signé donc, le 1er mars 2023. Et ce 1er mars 2023, ce ne sont que des considérants, qui fait que le jour où quelqu'un s'intéresse à ce dossier, eh bien, de considérant en considérant, eh bien, on voit bien que on se prive véritablement d'un instrument, là encore, de participation et un instrument d'appropriation et d'acculturation des citoyens sur ce dossier. Et donc, ma question, enfin, j'ai plusieurs questions, c'est sur la question que vous avez évoquée sur la consultation locale. Comment on articule une raison impérative d'intérêt public majeur de niveau national avec la mise en œuvre d'une consultation locale et de l'article du Code de l'environnement. Après, j'aurai une autre question, mais pour l'instant, je m'en tiens là. Monsieur Gosselin, si vous voulez, ou Madame Le Détrodec. Juste un point, si vous me permettez, sur la dérogation espèces protégées. Il faut distinguer deux questions. Dois-je demander la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées? Ça, c'est la première question. Et si jamais je réponds positivement, ou si l'administration me demande de répondre positivement, je vais déposer une demande d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Et là, deuxième question, y ai-je droit? Et à quelles conditions? Le droit, c'est du droit de l'Union européenne qui date des années 70. Et quand on regarde l'histoire de la formation de ce droit, je vais vous l'épargner, mais grosso modo, la première question n'a pas été abordée. C'est la deuxième question qui est abordée. Et le droit positif comporte des critères pour savoir si l'administration peut délivrer l'autorisation de destruction à l'interdiction. Sachant que destruction, c'est tout. C'est le simple fait même d'approcher une espèce protégée, de l'accueillir, de perturber son état de conservation favorable, comme on nous le dit. Et je précise que c'est passionnant si vous allez sur ce terrain-là, parce que le principe même de ce droit est contesté par des écologistes qui vont vous dire on attend que des espèces soient sur des listes avec un statut de protection pour les protéger. Or, l'idée, ça serait quand même en amont, c'est ce qu'on appelle la biodiversité et la vie ordinaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour un scientifique, ça ne veut certainement rien dire. On a même encore des espèces nuisibles. Scientifiquement, c'est pareil, c'est pas complètement satisfaisant. Mais tout ça pour dire que le juge remplit un vide sur la première question. Dois-je demander une dérogation à espèces protégées? Le Conseil d'État, dans un avis du 9 décembre 2022, effectivement, s'est prononcé de la manière, à mon avis, la plus poussée possible pour un juge. Mais il y aurait beaucoup à dire. Notamment, le Parlement actuellement est encouragé, loi industrie verte, loi énergie renouvelable, à créer des régimes de présomption de raison d'intérêt public majeur. C'est-à-dire que la première des trois conditions pour la délivrance de la dérogation serait présumée. À mon sens, vous êtes en train de compliquer la situation. Pourquoi? Parce que c'est une présomption simple. Parce que la directive elle-même nous précise que cette condition doit être étudiée dans le cadre d'une mise en balance des intérêts. Donc, cette mise en balance peut aboutir à une contradiction de la présomption, qui n'est pas irréfragable, qui est simple. Donc même si je dis au porteur de projet, on va présumer que vous avez un intérêt public majeur, ça pourra être combattu ensuite devant le juge. 2, la jurisprudence, il y a eu un jugement très intéressant de tribunal administratif à propos de parcs solaires photovoltaïques la semaine dernière. Si vous dites au juge, t'inquiète un peu moins de la première condition, il va aller sur les deux autres, notamment sur la question des solutions alternatives. Et là, on le voit dans votre dossier, à quel point c'est compliqué, parce que le droit ne nous dit pas ce que ça veut dire. Concrètement,
Le porteur de projet, il va là aussi où il y a du foncier. Comment on a construit notre parc nucléaire en France? On l'a aussi construit là où il y avait du foncier qui était disponible pour EDF, pas uniquement en fonction des paramètres météorologiques, climatiques, etc., etc. C'est pareil ici dans les projets. Évidemment qu'on va aussi là où on peut acquérir du foncier. Donc le porteur de projet, on lui dit, imagine que tu aurais dû faire autrement. Mais ça veut dire quoi? Je dois comparer plusieurs projets routiers en même temps? Je dois comparer un projet routier avec un projet à vélo? Je dois comparer un projet routier avec rien du tout? On compare quoi et comment? Ça, le droit aussi ne nous le dit pas très concrètement. C'est l'administration cas par cas qui doit se dépatouiller de cette question de la comparaison de quoi? De quoi exactement? Donc, sur la dérogation espèces protégées, non, ça ne me choque pas qu'il y ait autant d'espèces. Même pour un parc éolien, on peut être à plusieurs dizaines. Mais très sincèrement, aujourd'hui, le cadre juridique n'est pas satisfaisant et est en train d'être complexifié, à mon avis, plus qu'autre chose, sous couvert de le simplifier, ce qui est quand même paradoxal. Sur la planification, juste un mot. Vous avez M. Rémi Benos dans un compte-rendu d'audition qui vous dit « Je vous confirme que l'autoroute, c'est un géographe, donc voilà, je vous confirme que l'autoroute n'apparaît pas sur les documents de planification. » Donc il mène une enquête, si je comprends bien, elle n'est pas sur les documents de planification, elle n'est pas non plus sur le SRADET, mais le SRADET n'a pas non plus pour première vocation de programmer des projets d'infrastructure linéaire de transport comme ceux qu'on a cités tout à l'heure. En fait, c'est surtout les contrats de plan. Et alors, sur la participation, aujourd'hui, ça n'intéresse personne. C'est ça le problème. Et moi, je sais que quand on en a déjà discuté en commission, le problème, c'est que ça n'intéresse pas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de sel, ça n'intéresse pas la presse non plus, intéresser la presse à un STRADET. Il y a eu des initiatives qui ont été faites, par exemple, créer des conférences citoyennes, créer des groupes citoyens sur les différentes parties du STRADET. Bon, objectivement, ça ne marche pas très bien. Il faudrait effectivement rendre ça plus attractif, encore une fois, avec des documents plus simples, plus prescriptifs, plus panoramique, moins en silo, moins techno. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir dire à toutes les autorités qui aujourd'hui pilotent des plans, du syndicat intercommunal, de l'EPCI, jusqu'à l'État, qu'il va falloir réduire un peu le nombre de décideurs, de plans, en faire peut-être moins et peut-être plus attractif, parce qu'on se dit, tiens, c'est intéressant. Et l'évaluation pourrait commencer là, être permanente, plutôt que d'avoir des évaluations ponctuelles. Il ne faut pas oublier qu'en droit de l'Union européenne, l'évaluation, c'est un processus. Ce n'est pas un rapport. Le rapport n'est que l'un des éléments de l'évaluation environnementale, nous dit la directive de 2011. En 2011, on est passé au niveau européen à cette idée de processus. Pourquoi on n'aurait pas un processus permanent d'évaluation dont on déchargerait le maître d'ouvrage, ce qui rassurerait aussi potentiellement, je l'espère, beaucoup d'opposants. Sur l'étude d'impact, j'en ai parlé. Sur l'obligation de motivation, attention, les considérants sont précieux. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Quand je parlais d'obligation de motivation, je propose qu'on aille un peu au-delà de 1959. C'est-à-dire que plutôt que simplement que l'administration nous expose ce pourquoi elle décide, il faut le garder ça, parce que ensuite ça sera discuté. J'aurais aimé, si jamais dans la phase de décision, la troisième phase de l'autorisation environnementale, vous avez les corps intermédiaires qui s'expriment. On a besoin des deux démocraties en France, vous le savez. On a besoin d'une démocratie représentative et aussi participative, sachant que l'une ne remplace pas l'autre, c'est idiot de le penser. Mais dans la démocratie participative, vous avez la démocratie des citoyens directs et les corps intermédiaires. Et sur les corps intermédiaires, ils ne s'expriment quasiment pas aujourd'hui. Le CODERS n'intéresse pas grand monde, la CDNPS non plus. C'est vécu comme une source de risque juridique par les uns, comme un exutoire par les autres. Bon, bref. Restructurons ça et demandons au préfet... Mais peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un projet de territoire sur des projets comme le 69, dans lesquels alors ça dépend ce qu'on met derrière les corps intermédiaires, notamment l'ensemble des présidents des chambres, que ce soit de la chambre de commerce et d'industrie, l'artisanat, la chambre d'agriculture, sont très présents avec voilà, les entrepreneurs, des élus, tout cela, ils sont vraiment très présents au sein de ces comités de projet, justement pour monter ces projets. Donc ils interviennent, mais c'est vrai dans une phase qui est peut-être pas au bon moment, mais dans ce type de projet-là, ils interviennent. Prenons l'exemple du droit du travail, que j'aime bien comparer. Le jour où le droit de l'environnement aura atteint le degré de maturité du droit du travail, on aura fait un grand pas. Il ne s'agit pas juste que les corps intermédiaires soient présents. Il s'agit de structurer leur dialogue. Et pour structurer le dialogue, ça commence par établir des critères de représentativité, de légitimité. C'est le travail qu'avait fait Nathalie Kosciusko-Morizet au lendemain du Grenelle qui n'a pas abouti. C'est dommage. Là, vous avez un vrai chantier. Il nous faut des partenaires environnementaux dans une démocratie environnementale. Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous avons des associations avec une expertise formidable. Oui, il y a de l'expertise du côté des chambres d'agriculture, il y a des gens formidables, il y a des gens qui s'expriment. Mais comment vous organisez ça ? Et surtout, comment chaque corps intermédiaire respecte l'autre ? Vous savez ce qui se passe ? Tel acteur économique, par exemple, va se dire « mais cette association, d'où parle-t-elle »
C'est qui ces gens? Ça se trouve, c'est des gens qui sont payés par mon concurrent. J'entends ça tout le temps en tant qu'avocat. Ah, l'association d'opposants, en fait, on sait très bien que c'est tel concurrent. C'est l'opposition au conseil municipal qui s'est structurée. Vous savez très bien qu'en période électorale, il y a des associations aussi qui viennent vous contester, etc. etc. Pour moi, c'est fondamental, l'association. Et ça reste à structurer. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est ça qui est dommage. L'obligation de motivation, c'est l'obligation pour l'administration, pas simplement de présenter ses motifs, mais de répondre aux interpellations, aux expertises qui auront été faites, certes, lors de l'enquête publique, mais aussi dans cette phase de commission qui est si importante et qui doit être structurée avant la décision du préfet. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Et c'est dommage que ça ne soit pas fait aujourd'hui. C'est une obligation de motivation, on va dire, modernisée. Sur la consultation locale et la RIPM, Madame la rapporteure, c'est vraiment deux régimes juridiques totalement différents. Je ne propose pas qu'on soumette à la consultation locale la question des critères de la dérogation à espèces protégées. C'est un travail tellement lourd, tellement expert. La consultation locale, simplement, pourrait avoir... Encore une fois, j'ai été contre la consultation locale, vraiment. Et en plus, c'est un facteur de fragilisation des projets aussi. Imaginons qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dise consultation locale, ça va être difficile de faire des projets. Ici, là, vous avez une crispation qui est réelle. On le voit bien d'ailleurs dans votre dialogue, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, et de ce conflit. C'est ce que Patrick Vivray appelait la conflictualité positive. De votre conflit peut naître quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour faire naître le positif. Et le constructif, merci beaucoup pour vos pistes de réflexion. C'est excessivement important pour notre commission d'avoir vos avis aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai un rendez-vous auquel je ne peux déroger. Je vais donc quitter la commission en laissant la présidence à notre vice-présidente, Madame Hérodi. Et vraiment en vous remerciant tous les deux pour votre participation, les mots que vous avez pu avoir. Il y a effectivement beaucoup de pistes de réflexion sur lesquelles on ne manquera pas de bien vouloir travailler. Merci beaucoup. Donc du coup, merci beaucoup pour vos propos, vos éclairages importants sur les façons de faire sur ces dossiers, la transposition des lois au niveau européen sur notre droit français qui, voilà, d'après ce qu'on voit, pose quelques difficultés et devrait être adapté, retravaillé. J'aurais juste quelques questions. Alors vous avez à peu près répondu du coup aux interrogations que j'avais. Donc je vais juste les relancer comme ça et approfondir. Et je voulais juste signaler et dire du coup à vous et à ceux qui nous écoutent, puisqu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, et que c'est une audition sous, on va dire, sous serment. Et que nous, les élus, on devrait aussi avoir des propos justes, il me semble. Il y a seulement 22% des élus tarnais, en fait, qui se sont prononcés pour cette autoroute suite à une tribune faite par l'association des maires du Tarn. Parce que j'entends dire tous les jours et à ces auditions que tous les élus du Tarn sont pour cette autoroute. Or, c'est faux et je pense que c'est utile de le préciser. Ensuite, alors M. Tarly est parti, je le regrette. Il a parlé de cette fameuse réunion qui a eu lieu à la préfecture de Castres, où Mme Riguet était présente, où les élus et les associations étaient présentes. Cette réunion s'est faite à la hâte suite à la à la venue de M. Braille sur Paris, sa grève de la faim et sa grève de la soif. Et toutes les associations n'ont pas été conviées et des élus n'ont pas été conviés. Enfin voilà, ça a été fait un peu, on va dire, à la hâte et tout le monde n'a pas, voilà, ça n'a pas été très, très correct. Donc quand vous parliez justement des référés suspensions, vous avez dit, Monsieur Gossman, que ce serait bien qu'il soit mis en place des médiations entre les associations et les élus et le concessionnaire. Là, on voit que ça aurait un impact, un effet
bénéfique pour les uns et les autres et pour apaiser les tensions localement quand ça se passe. Donc, on va essayer, nous, en tant qu'élus, de travailler sur toutes ces choses-là, ces aspects, pour essayer de modifier, en fait, les façons de faire. J'aurais juste une question sur ce que vous pensez du fait que les motivations du jugement référé du 6 octobre 2023 sur la validité de l'autorisation environnementale déposée par les associations environnementales locales aient été données par voie de presse. C'était pour avoir, du coup, votre point de vue sur ça. Et pour qu'on voie sur le Tarn, en fait. Ouais. Vous n'êtes pas informé, peut-être? Votre point de vue en tant qu'avocat? Oui, en tant qu'avocat, bien sûr. Il y a eu un référé, en fait, déposé par les associations environnementales du Tarn sur la validité de l'autorisation environnementale. Et le délibéré de ce référé n'a pas été envoyé, du coup, à ces associations, mais est sorti par voie de presse. Donc, que pensez-vous de cette façon de faire, ou en tant qu'avocat, voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui aurait dû être, ce qui devrait être fait? Je vous remercie. Juste pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que le référé n'a pas été publié sur Télérecours, qui est la plateforme qu'on utilise tous les jours, et donc il n'a pas été envoyé aux avocats non plus. Alors apparemment, les associations, voilà, n'ont pas été au courant. Après, sur la plateforme, je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ils apprennent ça, en fait, par voie de presse. Ok, bon, alors moi, je ne suis pas particulièrement au courant du sujet, donc là, c'est un peu difficile, sans éléments, de se prononcer, à mon avis. Mais le cas normal, c'est en effet une publication sur Télérecours, ce qui permet une information des avocats dans un temps tout à fait rapide, en fait, parce que c'est quasiment instantané à partir du moment où c'est déposé sur la plateforme Télérecours. Nous, on en a l'information. D'accord. Il n'y a pas d'obligation, en fait, de dire aux personnes qui ont déposé le recours le résultat. Si. D'accord. En fait, ma consoeur a raison, nous ne savons pas, j'espère ne pas déformer vos propos, ce qui s'est passé là, en tant qu'avocat, ça marche très bien. J'ai toujours eu l'ordonnance, l'arrêt, le jugement, en même temps que les avocats des autres parties, instantanément, et la presse ensuite. Hein. J'ai jamais vu de cas contraire. Je ne dis pas que ces personnes mentent, je dis juste que je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Non, mais on va regarder, se renseigner, et voilà, préciser. Sylvie, est-ce que tu as peut-être des questions ou pas? Donc, merci pour vos interventions. Donc, j'ai trouvé que voilà, sur les questions de droit, on a souvent quelques lacunes. Voilà. Donc, moi, je voulais revenir en fait sur un exemple aussi emblématique sur ce qui s'était passé dans le Lot-et-Garonne à propos du barrage de Caussade, où en fait, voilà, on a un barrage qui a été construit de façon tout à fait illégale. Parce que le tribunal administratif n'a pas validé l'autorisation. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'est fait malgré, qui avait été autorisé par la préfecture, et qui s'est fait malgré le fait qu'il était déclaré illégal. Donc, je me dis, en fait, comment se fait-il qu'on en arrive là, parce que c'est aussi beaucoup d'argent public qui est investi. Donc, comment justement modifier le droit pour qu'on ne puisse plus arriver à de telles aberrations où, en fait, je pense que le barrage de Sivens a été aussi déclaré illégal. Comment peut-on voilà, en arriver là à une construction, peut-être même que l'utilisation de l'eau de ce barrage, qui est illégale aussi, et voilà. Et comment en fait, au niveau du droit, faire les choses dans le bon ordre pour ne pas tomber dans ce type d'aberration, comme je l'ai dit aussi, qui demande aussi beaucoup d'argent public. Dans ma pratique, moi, ce que je peux constater tous les jours, c'est qu'à partir du moment où il y a un recours, en fait, la majorité du temps, on ne construit pas.
parce qu'en fait, on n'a pas le financement de la banque, et donc on ne peut pas construire, en fait, et le porteur de projet ne peut pas se prendre le risque, en fait, de commencer à construire, alors même qu'il y a un recours, et du coup, de se retrouver dans une situation d'insécurité juridique. Et donc, moi, ma pratique, en tout cas, et mon expérience, c'est que la plupart du temps, en fait, on attend le délibéré, on attend le jugement et moi je le constate aujourd'hui, j'ai plusieurs dossiers sur lesquels en fait le porteur de projet attend l'issue du contentieux pour pouvoir en fait commencer son projet. Et donc le contentieux est une véritable arme des opposants, des associations, pour faire perdre du temps à un projet. Et c'est pour ça que je dévie un tout petit peu de votre question pour revenir sur un point qui était cette histoire de médiation dans le cadre du référé. Moi, à titre personnel, je ne suis pas forcément pour. Aujourd'hui, on a une médiation qui a été instaurée devant les tribunaux administratifs, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Et aujourd'hui, on a des présidents de tribunaux administratifs qui vous collent de la médiation un peu à tout va. Moi, ce que j'en vois, c'est qu'en fait, du coup, on a des contentieux qui durent plus de 18 mois, mais 2 ans ou 2 ans et demi, parce qu'on a perdu 6 mois en médiation, parce que c'est un outil formidable, en fait, pour faire perdre encore plus de temps à un projet qui n'a pas démarré, évidemment. C'est sûr que si le projet a démarré, là, pour le coup, l'intérêt est moindre. Donc moi, je suis quand même assez dubitative sur parce que la médiation signifie qu'on peut arriver à une décision commune, à un compromis. Or, sur des projets comme ça, sur lesquels il y a une contestation forte, en fait, vous avez d'un côté des opposants qui veulent que l'arrêt du projet est pur et simple. En fait, ça s'arrête là. En fait, on ne veut pas discuter d'un aménagement du projet. On ne veut pas du projet, purement et simplement. Et en face, on a un porteur de projet qui veut faire son projet. Moi, j'ai un peu de mal à croire qu'on puisse entraîner tout ce petit monde et que ça fonctionne dans le cadre d'une médiation. Bon, c'est un avis très personnel, mais c'est le mien. Voilà, donc moi je suis assez dubitative sur cette histoire de médiation. Et dans le cadre d'un référé où il y a organisé une médiation en 3 semaines, confrère, vous êtes très optimiste à mon avis. Mais enfin, bon, voilà, ça c'est ma vision personnelle des choses. Pour revenir du coup sur votre question, sur ces projets qui se font alors qu'ils ont été déclarés illégaux, j'ose espérer que ça n'est pas on est très loin de la majorité, que ce sont des exceptions. Après, je ne connais pas particulièrement, pour être tout à fait honnête, les faits et ce qui a été décidé dans ces projets-là. Et moi, j'abonde dans... je pense qu'on a une jurisprudence, là, cette jurisprudence extrêmement récente du Conseil d'État, dont on a mon confrère et moi-même parlé, sur cette histoire de dire, en référé, aujourd'hui, on ne doit plus considérer que l'avancée des travaux ne justifie pas une urgence, mais qu'au contraire, si même on est à 90% des travaux, ce qui était le cas dans cette jurisprudence, en fait, même si les 10% restants doivent pouvoir justifier en fait, qu'il y a une urgence à arrêter les travaux et à les suspendre. Alors effectivement, nous avons un point de désaccord avec ma consoeur. Je vais plaider pour la médiation, parce que ce qui fait perdre du temps, c'est appel, cassation, autres recours. Donc peut-être qu'on va perdre un petit peu de temps à médiation, mais on va se parler. Et oui, j'ai des exemples dans mes dossiers de contentieux qui se sont arrêtés grâce à une médiation. J'en ai eu dans l'éolien et dans la méthanisation. On s'est parlé et parfois, effectivement, ça permet de lever des malentendus, d'arrêter des fantasmes, et simplement l'humain peut aussi, parce que là on parle de dossier, l'autre en face il veut juste me faire perdre mon projet, eux ils font ça pour l'argent, c'est une société privée, machin, etc. Et en fait on se rend compte que là on a des gens en face, on peut même prendre un café, se détendre un petit peu, et oui ça donne des résultats. Et je pense aujourd'hui qu'il faut le développer et on gagnera beaucoup de temps parce que ce qui nous fait gagner du temps, c'est pas le fait de retirer le passage par le tribunal administratif en allant devant la cour administrative d'appel qui se trouve engorgée. En plus, pour les associations, elles ont l'obligation du ministère d'avocat, donc elles arrivent déjà pas contentes devant le juge, etc., etc. Là, on exacerbe les passions. Notre rôle en tant qu'avocat, c'est aussi de les canaliser, d'en faire du droit. Et je pense que votre rôle de législateur, c'est aussi ça. Donc je plaiderai pour la médiation. Regardez cet exemple. Le barrage de Caussade, c'est un exemple évidemment terrible qui est un peu différent. Évidemment que l'État doit respecter le droit, doit respecter les décisions de justice. Il peut arriver, c'est même au gageat, que dans certains cas extrêmes, le concours de la force publique puisse être refusé pour l'exécution d'une décision de justice. En l'occurrence, j'en ai connu un, par exemple, dans l'affaire du Technival de Marigny-le-Grand, première application de la Charte de l'environnement. Il est arrivé effectivement que le préfet ne souhaite pas exécuter la mesure d'interdiction du Technival. Mais la responsabilité de l'État a été recherchée derrière, comme elle le sera probablement dans l'affaire du barrage de Caussade. Je vous donne juste un exemple d'actualité qui vraiment rejoint votre sujet. Cet article quand on me l'a donné hier, j'ai dit c'est pour vous, quoi. C'est vraiment un cas pratique.
C'est-à-dire, c'est vraiment rien qui va. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé effectivement l'autorisation, j'imagine, environnementale de construire une route qui était déjà terminée depuis 1 an. Hein. Alors, je n'ai que l'article, je ne suis pas allé demander à mes confrères de me donner le jugement, mais j'ai hâte de le lire parce qu'effectivement, c'est typiquement la situation où le juge se prononce longtemps après. Et alors là, vous avez 2 options possibles. Oui, le juge prend trop de temps. Il est important que le juge prenne du temps. La vérité judiciaire ne se fonde pas comme un distributeur de gobelets. D'abord, le temps permet d'apaiser les esprits. Excusez-moi de vous paraître totalement bisounours, mais il faut aussi apaiser. Avec le temps, les passions, souvent au début d'un procès, les parties sont remontées à cran et parfois aussi, certains avocats, je le dis très sincèrement, peuvent exacerber aussi un peu ces passions-là. D'autres, non. Et c'est pour ça qu'aussi le temps permet de discriminer les questions superflues et les vraies questions. Bien souvent, au fil des écritures, à la fin, peu de temps avant l'audience, il va rester l'essentiel des questions. Et c'est bien souvent ce mémoire-là, en réalité, qui sera discuté à l'audience. Et donc, il est important de laisser ce temps-là. Donc oui, il va y avoir des cas où, malheureusement, le juge se prononcera après. Donc n'attendons pas tout du juge. Faisons en sorte qu'en amont, dans la procédure de planification et d'autorisation, il puisse y avoir une organisation différente, on en a parlé tout à l'heure, et pourquoi pas aussi avec un contrôle du juge en amont. Ça existe dans le code minier, par exemple, je ne sais pas si on pourrait s'en inspirer, mais lorsque vous avez une autorisation de travaux miniers, il y a une procédure de prévalidation par une cour administrative d'appel de l'autorisation qui aura pu être donnée à un exploitant qui la demandait, uniquement sur le plan de la légalité externe, motivation, compétences, procédure, etc. Je n'ai pas de bilan de cette procédure qui est très particulière à la matière minière, mais l'idée était quand même de faire en sorte qu'on permette à un juge, sur un certain nombre de questions qui peuvent être réglées plus rapidement, c'est-à-dire tout ce qui est procédure, motivation, de lui permettre d'intervenir tout de suite. Et en fait, vont rester les questions de fond, qui évidemment prendront un peu plus de temps. Mais il y a déjà eu une première réunion devant le juge entre les parties en amont d'un contentieux un petit peu plus long. Il y a des idées. Par contre, on est en régime de séparation des pouvoirs. Dire, il faut que vous jugiez en 10 mois. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas jugé en 10 mois? On va priver un avocat de produire un mémoire? On va dire à une partie qui veut intervenir qu'elle ne peut pas intervenir? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que l'exécutif n'a aucun moyen pour dire au Conseil d'État, vous êtes trop long. Donc, ça fait des années que j'entends parler de ces histoires de délai. Soyons très clairs. Au tribunal administratif de Marseille, je viens d'avoir un dossier à l'audience. Ça fait 3 ans que j'ai déposé la requête pour mon client. Et effectivement, c'est un projet d'énergie renouvelable qui a été suspendu pendant tout le délai de la procédure. Pas que les juges ne veuillent pas. D'ailleurs, les confrères sur place m'ont dit, vous avez de la chance parce que moi, c'est plutôt 4 ans. C'est une question de moyens, c'est une question d'hommes et de femmes que vous allez mettre à disposition. La justice n'a pas les moyens de ses missions. C'est pas... Oui, mais voilà, là, c'est de l'argent qu'il faut. C'est pas des textes, hein, c'est des sous qu'il faut sur ce genre de choses. Moi, je suis d'accord. Si je peux abonder à fond dans le sens de mon confrère, je pense que là, on parle de beaucoup de choses, on parle de nouvelles idées. Et moi, je trouve que sous couvert de simplification, quand même, ça fait des années qu'on entend parler de simplification. En vrai, moi, mon sentiment au quotidien pour exercer cette matière, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de la compliquer. Donc, c'est super, on fait du marketing, on fait des nouvelles lois. Tous les 6 mois, on a une nouvelle loi majeure qui sort, alors même qu'on n'a pas les décrets d'application des lois qui sont sortis il y a 2 ans. En fait, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a il y a des vrais enjeux environnementaux, il y a des vraies envies, il y a des vraies volontés. Mais pour autant, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, les ministères n'ont pas les moyens humains de sortir les décrets d'application. Les administrations locales n'ont pas les moyens d'instruire les dossiers dans des délais qui sont plus courts. Ou de les appréhender. Et puis vous avez des juges qui, en effet, n'ont pas non plus en fait, le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir juger ces dossiers dans des temps qui sont dans un calendrier qui ne sera évidemment jamais celui de la décision politique, vous le disiez, mais qui n'est pas non plus le temps du porteur de projet. Le porteur de projet, il a envie que ça aille plus vite, en fait. Il n'a pas du tout envie de perdre des années et des années. Donc on a un vrai sujet de moyens. Et je pense que quand on aura réglé ce sujet-là, en fait, on aura réglé beaucoup de choses. Donc, faire des textes, moi, en vrai, je ne suis pas sûre d'être très pour. Déjà, essayons d'appliquer ce qu'on a, de bien les appliquer. Ce sera déjà pas mal. Oui. Nous buvons du petit lait.
Alors, remettons le pied sur terre. Sur la question de la médiation, alors moi, je suis à la fois pour et contre. C'est-à-dire, je suis pour de la médiation, évidemment, bien en amont, tel que vous l'avez indiqué, parce que c'est toute une construction intellectuelle, la médiation. C'est une construction qui débute à la planification et qui débute très, très en amont, qui se poursuit par la restructuration et la structuration des corps intermédiaires et de leurs paroles, de la prise en compte de leurs paroles, qui ne soient pas justes. Ils sont convoqués, comme ça a pu être dit, à la préfecture, et puis voilà, et on repart. Et donc la prise en compte de la parole de ces corps intermédiaires avec les moyens dont ils peuvent être dotés. Et enfin, une médiation possible lorsque des désaccords ou lorsque des incompréhensions subsistent. Ça va pour un projet très localisé, très identifié, avec un porteur de projet et quelques habitants éventuellement. J'entends que ça puisse prospérer. Sur des projets d'infrastructure qui concernent des milliers et des milliers de personnes, qui concernent plusieurs dizaines de corps intermédiaires, plusieurs dizaines de collectivités locales, communes, départements, intercommunalités, 2 départements concernés, une région, qui concernent également des impacts au plan environnemental qui ne sont pas que des impacts pour le Tarn, parce que le petit gaz à effet de serre, quand la molécule de carbone, quand elle s'élève, elle ne reste pas sur le Castres ou sur Verfeil. Figurez-vous que elle s'échappe et voilà. Donc, sur des très grosses infrastructures comme celle-là, la médiation telle que vous nous la portez ou telle que vous la soutenez me paraît être moins susceptible d'être prise en compte. Par contre, la question planification, évaluation, étude d'impact et la décorrélation, autorisation environnementale avec des UP, ça devrait être d'ailleurs... même pour ceux qui portent ce type de projet que je combats, ça devrait être adopté, ne serait-ce que pour se priver d'avoir de la contestation, tout simplement. Et donc, de partir ensuite dans le côté contentieux et juridictionnel, et donc, par ailleurs, de demander des moyens, alors qu'on pourrait éviter, c'est toujours la même chose, éviter, compenser, réduire. On pourrait éviter le contentieux si on avait mis en place la structuration à la fois légale et de participation suffisante pour qu'ensuite on n'ait pas le contentieux. Donc c'est à l'envers. Enfin, je pense que c'est dire qu'il faudrait plus de moyens, j'entends, parce qu'il faudrait plus de moyens partout dans le service public, mais aussi éviter le contentieux, c'est aussi prendre des décisions qui mériteraient d'être prises et des propositions qui sont portées, et d'ailleurs portées par des tas de personnes qui ne sont pas forcément des mêmes partis politiques. Vous avez cité... vous ne l'avez pas cité, mais il y avait Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Delphine Batho, des écologistes divers et variés, et d'autres. Que je sache, ils ne sont pas tous du même divers et variés, oui, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours encore écologistes. Donc voilà, bon, mais je pense qu'il y a vraiment tout à reprendre, comme sur plein de sujets. Et vos propositions sont, à ce titre-là, extrêmement intéressantes. En dernier lieu, je voulais vous remercier, en fait. Oui. Oui, ben allez-y. Je voudrais encore plaider pour la médiation. La médiation, c'est pas pour décider. Je crois vraiment qu'il y a un problème d'acculturation sur la médiation. La médiation, elle peut être administrative. Lorsque vous avez un drame comme Sainte-Soline, il y a toujours des médiateurs, sauf qu'on ne les connaît pas. Évidemment qu'entre les forces de l'ordre, les différentes associations, etc., il y a de la médiation. Je propose de la structurer. La médiation, ça peut être sur l'accompagnement, ça peut être sur l'organisation, ça peut être sur le déroulement des événements. Lorsque vous avez la 69 avec des personnes qui se mettent en danger, oui, effectivement, il faut une personne dans un processus structuré. La CNDP pourrait avoir cette compétence au niveau national. Excusez-moi, mais la médiation administrative vraiment supposerait de sortir parfois d'idées reçues sur cette médiation qui vaudrait que c'est pour décider. C'est pas pour décider la médiation, c'est juste pour s'écouter déjà. On va refaire un débat après l'audition. Bien sûr que c'est important la médiation et bien sûr que c'est important le respect de la parole des uns et des autres pour s'écouter et s'entendre et pas s'opposer systématiquement. Mais bien entendu qu'au bout du compte, ce dont on parle, c'est d'un projet politique. Si on décide aujourd'hui, en 2023,
de la 69, avec la connaissance des données scientifiques que nous avons, c'est que nous ne partageons pas le même projet politique. Et donc, la médiation, que vous le vouliez ou non, là, elle se heurte quand même à l'irresponsabilité qu'on fait. Oui, voilà. Mais par la commission d'enquête, je suis tout à fait d'accord. Sur les responsabilités aujourd'hui, avec les données scientifiques que nous avons, de poursuivre ce type de chantier. Et puis, en effet, sur ce côté de la médiation, ça peut être quelque chose d'intéressant sur les projets tels que je les évoquais, y compris lorsque des projets comme celui-là sont partis, de trouver des champs de médiation pour trouver des lignes de sortie également. Mais étant d'observer que, comme vous le disiez, la sortie des uns n'est pas la sortie des autres, puisque la sortie des uns, c'est d'arrêter un projet, tandis que la sortie des autres, c'est de l'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'en tenir là sur cette question. Je plaide, par contre, comme vous, sur le renforcement de la juridiction administrative, en particulier, parce que dans les années à venir, avec tout ce qui est en train de se passer, des conséquences du dérèglement climatique, inondations, sécheresses, tout ce que l'on peut avoir, développement des énergies renouvelables, nucléaires, et tous les sujets qui sont aujourd'hui à l'œuvre, eh bien, je pense que la juridiction administrative va être de plus en plus sollicitée, et qu'en effet, c'est un pan entier qui est méconnu de nos concitoyens et qui pourtant mérite toute notre attention, et dans les années à venir encore davantage. Donc voilà, en tant que législateur, je ferai tout en sorte pour alerter sur ces sujets-là et porter cette parole-là, parce que ça me paraît être essentiel dans la défense de l'intérêt général, que ces juridictions administratives aient les moyens de fonctionner correctement. Merci encore pour vos propositions, pour votre expertise extrêmement importante, qui nous permet de donner également à cette commission d'enquête un souffle, si l'on peut dire, qui pourrait peut-être permettre à certains et certaines de se rendre compte des urgences, et à ce titre-là, vous y aurez en tout cas participé. Moi, je garde toujours l'espoir. Voilà. Bonne fin de journée. Je repasse la parole à Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure. Je ne vais pas être plus longue. Je suis d'accord avec ce que Madame la rapporteure a soulevé et souligné. Mais je suis d'accord avec Monsieur Gosselin sur la structuration de la médiation. Et la médiation, surtout aujourd'hui et avec ce qui se passe dans le Tarn sur ce projet-là, au moins jusqu'au jugement du recours au fond, qui est le plus important. Quand on nous dit que tous les jugements ont été jugés et rendus, c'est faux, parce que le plus important, c'est quand même le recours au fond. Donc l'apaisement serait de mise dans notre département. Et après, en tant que législateur, je vais travailler sur tous les sujets que vous avez fait remonter pour essayer de faciliter, on va dire, alors pas les aboutissements de ces projets, parce que je suis pas pour ces projets-là, mais pour que ça se passe dans de très bonnes conditions pour les uns et les autres, et surtout pour notre environnement qui va être de plus en plus exposé au changement climatique, et tout ça pour l'avenir des générations futures. Si vous en êtes tous d'accord, on va lever la séance maintenant, et du coup je vous annonce la prochaine réunion le 15 avril à 9h30, et la convocation sera envoyée ultérieurement par nos administrateurs. Je vous remercie à tous pour votre présence ici et vos propos. Merci beaucoup. Merci à vous infiniment. Merci.